Bonjour à tous. Alors, on va commencer la réunion tout de suite. C'est parti pour le jingle. Donc, ce soir, on vous présente la 5e réunion de MedTandem sur l'échographie pulmonaire. Donc, il y en a qui nous suivent depuis le début. On va reprendre un petit peu les bases aujourd'hui très rapidement. Ensuite, on va vous présenter surtout des cas cliniques avec ce soir Félix Amiot qui va nous présenter des cas cliniques. Félix, il est partenaire avec nous. C'est lui qui a créé EcoFirst, qui fait aussi des formations à l'échographie comme nous. Lui fait surtout des formations présentielles. Voilà, donc s'ils viennent de se lancer, on leur souhaite la bienvenue, voilà, puisque plus on est nombreux, mieux c'est, pour la formation des médecins généralistes et des urgentistes à l'écho. On dit bonjour aussi à tous les anesthésiens qui sont là, parce que je pense que l'écho pulmonaire, ça fait partie des choses qu'on devrait tous savoir faire et qu'on a peut-être un peu loupé, surtout quand on commence à avoir une quarantaine d'années, comme moi. Donc voilà, ça fait toujours du bien de s'y remettre. Et puis, il y a aussi Gervais Bagbaudet, que vous connaissez, qui est mentor chez nous, qui va vous montrer aussi des cas cliniques. Et puis, on vous laissera la parole pour que vous nous racontiez un petit peu tous comment vous faites l'écho pulmonaire, dans quel cadre et tout ça. Donc, je vais commencer très vite, très rapidement par un petit retour sur la maladie Covid, comment elle se passe. En fait, maintenant, vous commencez tous l'évolution. Première semaine, on a des signes assez frustres, voire des signes assez mineurs. Et ensuite, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre le 6e et le 8e jour. On commence à comprendre maintenant en termes de physiopathologie. On avait une forte présence du virus dans la première semaine, et ensuite c'est surtout la place de la réponse inflammatoire, avec des patients qui ont des réponses inflammatoires très importantes qu'on retrouve en réa, avec des pathologies comme de l'hypercoagulabilité, des choses comme ça, avec des patients qui vont avoir des SDRA qui vont finir avec des fibroses très importantes au 15e jour si on n'arrive pas à les sevrer. Donc, c'est vraiment crucial la période 6e, 8e jour, à la fois parce que c'est à ce moment-là que ça se détériore, et c'est à la fois aussi, évidemment, à ce moment-là qu'il faudra les surveiller, en particulier les patients. Donc, retenez bien ça, 5e, 7e jour, c'est vraiment un moment important. Donc là, je vous présente pour ceux qui nous ont suivis, c'est Gervais qui fait d'habitude le diapo. Là, je vais le faire un peu plus vite parce que ce soir, on a plein de cas cliniques à vous présenter. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a l'organigramme classique où on va dire on a les comorbidités, les signes de gravité. Alors, on pourra reparler des signes de gravité. Ça, c'est ce qui était noté au départ avec une désaturation à 92. Moi, j'aurais tendance à vous dire maintenant, c'est plutôt 96, 94, le moment où il va falloir vraiment que vous commenciez, vous médecins généralistes, à adresser vos patients vers les urgences, parce que ces patients autour de 94, nous, il y en a qu'on intube à 94% de satin. Donc, faites très attention à ces signes-là. Les signes cliniques sont souvent frustres, voire inexistants, et puis le patient se dégrade très brutalement. Donc, pour ces patients pour lesquels on a une suspicion de Covid, évidemment, on fait la PCR, et puis ensuite, on les hospitalise pour faire le scanner, pour connaître le type de pathologie. Est-ce qu'ils ont vraiment déjà des lésions respiratoires, des lésions pulmonaires, et à ce moment-là, les adresser vraiment dans les services d'unité de soins continus, voire de réanimation. S'il n'y a pas de signe de gravité, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque le stéto ne nous apporte pas grand-chose. La radio pulmonaire, dès le début, la Société française de radiologie nous a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'on ne voyait rien. Donc, en fait, qu'on ait un petit doute ou qu'on n'ait pas grand-chose, on sait juste qu'il faut rester confiné et puis attendre. Donc, moi, je voulais vous dire attention à la fréquence respi et à la SAT. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre? Les lésions au scanner. Une fois qu'on fait un scan, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lésions en verre dépoli, ça on nous le dit depuis le début, c'est des lésions en verre dépoli, c'est bilatéral, s'il n'y a pas d'adénopathie, voilà, c'est des choses assez classiques, et on va trouver après, maintenant que tout le monde connaît, après des condensations. Donc le scanner, c'est très sensible. La PCR, on a vu qu'il fallait peut-être avoir plusieurs PCR, parce que les PCR nasales n'étaient pas vraiment très sensibles, qu'il fallait s'en méfier. Mais bon, voilà, ça reste le gold standard d'aller faire la PCR et le scanner pour avoir une notion vraiment de la maladie de Covid. Encore ces images pour vraiment que vous voyez qu'il y a plusieurs atteintes au niveau
qu'on peut trouver au niveau des scanners suivant les phases. Au début, on a souvent des patients qui ont des scanners assez normaux, et puis après, à partir du 3e jour, on peut voir donc ces atteintes qui sont d'abord focales unilatérales, toujours en verre dépoli, puis après bilatérales, voire aller jusqu'à la condensation avec des scanners vraiment très, très, comme on dit, très, très moches, très, très blancs, où n'importe qui peut lire le scanner. Là, on voit bien que c'est pas n'importe qui, bien sûr, mais on voit bien tout de suite des lésions importantes. Ici, on voit les évolutions qui peuvent apparaître aussi. Bon, là, on a plein de lésions différentes. Là, on a carrément un pneumo, on a carrément un épanchement pleural, une condensation. Bon, on vous remontrera ces images, mais on n'est pas là pour faire du scanner. Donc, on voit qu'il se passe des choses. Quelle est la place de l'écho pulmonaire dans la maladie Covid? Alors, si on reprend notre collègue italien, eux, il faut voir qu'ils sont dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de monde à tester, beaucoup de monde pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces patients. Donc, eux, ils nous proposent 3 indications pour l'écho. On va les revoir. Le triage, c'est-à-dire que les patients se présentent aux urgences, on a des flots de patients et il faut décider. Donc, il y a des patients qui ont typiquement des signes, comme on a vu, et il y a des patients qui ont des signes moins évolués. Donc, tout le monde passe à la PCR. Le temps qu'ils aient les résultats, ils considèrent qu'il faut même aller prendre la décision de savoir si on réadresse le patient chez lui ou si on l'adresse en service de médecine avant même d'avoir le résultat de la PCR, parce que sinon, ça embolise vraiment les urgences. Donc, ils font une écho pulmonaire, ça leur donne des idées. La quantification des lésions, on va voir que ce n'est pas forcément évident. On ne peut pas trop décider, et la surveillance en réa. Donc, nous, ce qu'on vous a proposé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de signe de gravité, on va faire une écho pulmonaire quand même. Il y a des doutes sur une infection respiratoire, on va surveiller encore notre patient, J5, J10, ça fait peut-être des échos pulmonaires répétés. On vous reparlera, il y a des études cliniques qui se mettent en place chez le médecin généraliste où on pense qu'il faut faire plusieurs échos, J3, J5, J7, peut-être qu'il faut surveiller le patient tous les 2 jours, peut-être lui faire une écho pour pouvoir l'adresser au plus vite vers un centre de surveillance. La question aussi, c'est, et là, il y a des études cliniques qui sont faites sur Paris là, pour essayer de voir PCR, écho-pulmonaire, scan, quelles images on avait et est-ce qu'il y avait vraiment des corrélations avec les images d'écho-pulmonaire et de scanner. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire et est-ce qu'il y avait une place aussi à ce moment-là, ce qui permet aussi de suivre les patients après en réel. Alors, en pratique, on va faire un rappel rapide. Donc, il y a les différentes zones où vous pouvez poser votre sonde. Donc, vous avez des zones antérieures. Là, il y a la zone 1. Vous avez des zones antérieures. Donc, vous pouvez poser votre sonde au niveau du 3e espace intercostal. Et vous voyez ici, et au niveau du 7e espace intercostal. En gros, vous imaginez poser les 2 mains de votre patient et vous mettez la sonde au milieu de chacune des 2 mains. Ça vous donne les 2 points antérieurs. Vous pouvez utiliser un point postérieur qui est le 2e point avec une courbe latérale qui passe derrière le thorax. Ça, c'est les 3 points du Blue Protocol. On en reparlera. Vous pouvez aussi faire les 6 cadrans, c'est-à-dire 2 devant, 2 entre les 2 lignes axillaires, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle, en point supérieur, en point inférieur, et ensuite 2 points postérieurs. C'est plus ça quand vous avez des patients qui sont assis. Quand vous avez des patients couchés, ça va être compliqué d'aller faire les 2 points postérieurs. Vous les avez ici encore redéfinis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont même le 7e, les Espagnols. Ce sont les lésions qui sont importantes qu'il faut que vous ayez bien en tête. Il y a donc les lignes A qui sont les lignes horizontales quand on a un poumon qui est normal. Pour qu'il soit normal, il faut également que la ligne pleurale bouge avec la respiration. Sinon, on peut avoir un poumon pathologique. Je vous dis vraiment les choses simples et de base. Ensuite, vous avez des lignes B. Alors ça, j'ai oublié de vous redonner les caractéristiques. Donc, elles sont mobiles avec la ligne pleurale. Elles descendent jusqu'au fond, jusqu'en bas de l'écran. Elles effacent les lignes A. Elles sont comme des lasers. Elles sont droites et régulières. Et après, il va falloir que vous regardiez l'espacement que vous avez sur ces lignes, entre ces lignes B. Donc, quelques lignes B, beaucoup de lignes B. Quand vous commencez à avoir beaucoup de lignes B, c'est-à-dire plus de 3 entre chaque espace intercostaux, il va falloir vraiment vous inquiéter.
Pour compter vos lignes B, on vous en reparlera, Félix et Gervais. Il y a aussi Daniel Lichtenstein, normalement, qui doit nous rejoindre. Il faut que vous ayez votre signe de la chauve-souris, que vous ayez bien vos deux côtes avec les cônes postérieurs derrière les côtes et que vous comptiez les lignes pleurales entre ces espaces. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez avoir une irrégularité de votre ligne pleurale qui définit que vous avez le syndrome interstitiel avec des lésions plus profondes. Et enfin, pour terminer, donc ça fait ABC, donc les lignes A horizontales, les B verticales et C, c'est la consolidation. C'est là qu'on a un poumon qui ressemble à du foie, c'est-à-dire quelque chose d'épais. On s'aperçoit que là, les échos passent. Les images d'avant, c'était simplement des artefacts que vous voyez. Donc, la distribution bilatérale, c'est classique, mais au début, vous pouvez simplement, vous médecin généraliste, dans votre pratique, voir des patients qui ont une distribution d'abord unilatérale, puis bilatérale. On revoit ici les lignes A, donc bien horizontales. Vous les avez ici aussi. Alors, le film, ça passe pas. Donc là, ici, vous avez les fusées pleurales. Les fusées pleurales, c'est quand vous avez plus de 3 lignes B sur votre image entre deux côtes, donc dans un espace intercostal. Ça pose pas. Bon, on va vous remontrer les vidéos après. Là, vous avez le diaphragme, c'est bien dessiné et vous voyez que donc aussi bien la rate que de l'autre côté sur la gauche, il y a une structure qui paraît épaisse et qui paraît dense. Donc là, ça c'est pas l'image que vous voyez habituellement du poumon, hein. Vous avez la corrélation à gauche. Ça c'est de la condensation, donc ça veut dire qu'il y a de la matière, c'est plus l'air qui passe. Encore une fois de la condensation. Et ici, un petit épanchement pleural, c'est rare, ça peut arriver dans la maladie Covid. Donc, le triage, qu'est-ce que c'est? Devant l'afflux de patients, ça nous permet rapidement, avant d'avoir le résultat de la PCR, de décider quand le patient veut rentrer chez lui, qui va être isolé en médecine parce qu'il a besoin peut-être d'un peu d'oxygène, entrer en soins continus où on va le surveiller plus particulièrement quand il commence à avoir 3-4 litres d'oxygène, ou décider qu'il n'a aucun signe, ce patient, de problèmes respiratoires liés à Covid, et donc peut-être que c'est autre chose et qu'on va pouvoir l'orienter vers une unité de Covid négatif. Donc ça, c'est vraiment ce que font les Italiens ou les Espagnols aujourd'hui quand ils ont des afflux de patients importants qui viennent se faire tester. La quantification, ça, on va vous en reparler, je pense, dans les cas cliniques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il manque beaucoup de data. On sait qu'il y a des patients avec des lésions pulmonaires qu'on voit très bien au scan ou à l'écho qui pourtant vont aller rapidement mieux. On pense que c'est plus des images d'atelectasie que d'images de condensation pulmonaire et que ni l'écho ni le scan sont forcément très ultra performantes pour nous dire ça, et donc on peut avoir des doutes là-dessus. Mais sinon, sachez vraiment que l'évolution de la maladie, elle est complètement erratique aussi, et qu'il y a des patients qui ont des images pathologiques qui vont aller beaucoup mieux après, ou l'inverse, mais en tout cas, nous, notre job, c'est de les surveiller, donc de les adresser dans des services de surveillance. Ça peut-être Gervais va vous en reparler. Du coup, les distributions des lésions, nous, ça nous intéresse en réanimation. Donc ça, c'est pour le monitorage, c'est-à-dire le suivi des patients en réa. On va pouvoir définir si on a besoin de recruter un patient et si le recrutement va être efficace, ou s'il faudra véritablement mettre notre patient en décubitus ventral. Là, à Metz, par exemple, ils ont 3 sortes de réanimation. Une réanimation assez basique où le patient a des recrutements alvéolaires, mais pas de DV. Une deuxième niveau de réanimation où on met les patients en décubitus ventral, et un troisième niveau de réanimation où on va hémofiltrer les patients, où on va les mettre avec une ECMO. Donc, on voit que c'est vraiment important, et la surveillance en réa, elle est vraiment très intéressante. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à revenir vendredi soir. On aura le docteur Arnaud Germain, qui est praticien hospitalier à l'hôpital de Bordeaux dans le service de réanimation thoracique. Ils ont des patients Covid depuis maintenant 2 semaines, et ils ont des cas cliniques à nous présenter, qui nous présenteront donc vendredi soir.
Donc, le message à ramener à la maison, c'est le dépistage du Covid, ça se fait par la PCR et le scan. La place de l'écho, c'est peut-être dans le triage quand vous avez un afflux massif pour y orienter vos patients avant d'avoir les résultats de la PCR. Et si votre scan est non accessible ou dans des conditions particulières, par exemple la femme enceinte, si vous voulez pouvoir jeter un coup d'œil avant, voir si vraiment on a besoin d'avoir un scan ou vraiment on a des lésions. Vous pouvez aussi, en termes de médecin généraliste, ben voilà, quand vous avez un doute avec un patient que vous surveillez à la maison, qui ne nécessite pas pour le moment d'oxygénothérapie ou de choses comme ça, vous pouvez le surveiller régulièrement. Dépistage des lésions pulmonaires, donc c'est ce que je vous disais, J5, J7, ça c'est vraiment important. Et après, le suivi en réel. Surtout, le message également qu'on voudrait vous faire passer, qu'on essaye tous de vous faire passer, c'est protégez-vous, les masques, les blouses, les visières. Quand vous utilisez l'échographe, ben c'est pareil, essayez d'avoir une main propre, une main sale et de ne pas les mélanger. Et puis surtout, nettoyer votre matériel. Voilà. Maintenant, on va passer au cas clinique. Donc, je vais rendre mon écran à Félix. Je crois que tu veux nous présenter Ouais. des cas cliniques, Félix. Eh ben écoute, tu m'as un petit peu surprise, Lucie. Moi, j'avais prévu de vous présenter le protocole, hein, mais j'ai des Ah cas ben cliniques. vas-y. Ah Non, non, mais non, mais oui, il n'y a pas on de va faire, problème. Non, on non, va si faire c'est les le deux. protocole, il n'y a pas de souci. J'ai les deux, Gervais fera les cas cliniques. j'ai les deux dispo si vous Excuse-moi. voulez. Donc, non, mais t'inquiète pas, il Excuse-moi. n'y a pas de problème. C'est parti. Moi, je vais vous présenter. Bah écoute, on a dit qu'on présentait d'abord les cas cliniques. On va présenter juste trois petits cas cliniques vite fait que je vous ai préparés rapidement. Ça, c'était une patiente du coup en service de médecine qui avait 70 ans, sans autre comorbidité particulière, et qui en fait était hospitalisée pour initialement une décompensation cardiaque. Il y avait un petit fébricule qui avait été enregistré, mais pas trop regardé. Et puis à l'arrivée des ambulanciers, elle se met à désaturer brutalement à 80. Et puis en fait, ma collègue qui est là-bas fait une échographie pulmonaire. Donc vous pouvez voir ici, là c'est des deux côtés. Du coup, vous avez droite et vous avez gauche. Vous voyez qu'ici, la ligne pleurale, donc c'est un réglage poumon. Vous voyez qu'ici, vous avez votre ligne pleurale ici, des lignes A qui sont là. Et puis l'apparition ici avec le mouvement respiratoire le foyer des lignes B en cascade qui viennent se mettre directement devant notre écran avec un petit bout de consolidation juste ici. Et de l'autre côté, vous voyez effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'on a au début, vous allez voir des lignes A qui apparaissent. On les distingue, voilà, ici. Et après, directement, vous avez des lignes B, vraiment localisées en foyer. On peut deviner, alors ma collègue n'a pas zoomé vraiment sur la ligne pleurale, mais on peut deviner ici complètement une cassure de la ligne pleurale, ce qui est le cas ici. Et cette patiente, après, j'ai pas le scanner malheureusement, mais a été scannée et dépistée Covid par la suite. Voilà. Ça, c'est une autre image. Du coup, c'est pareil. Donc, je me souviens plus vraiment du contexte clinique, mais c'était quelqu'un qui désaturait. On comprenait pas trop pourquoi. Et vous voyez ici, en fait, on suit la ligne pleurale et là, paf, une cassure vraiment de la ligne pleurale. Et c'est vraiment cette cassure qui est importante. Et en fait, quand on zoome, on voit vraiment cette destruction de ligne pleurale. Là, c'est un autre appareil. En fait, ça a été fait avec deux appareils différents. Une destruction de la ligne pleurale ici. Et le dernier cas, donc ça c'est pas un de mes cas, c'est que le cas de gauche. Vous regardez pas le cas de droite, ça c'est pas utile, mais c'est que le cas de gauche. Et vous voyez ici en fait c'est du même type ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment cette déchirure de la ligne pleurale qui pour moi est très très importante à regarder dans les stades précoces pour pouvoir différencier en fait un syndrome interstitiel pulmonaire de cardiogénique. Vous voyez qu'ici en fait il y a dans les syndromes interstitiels cardiogéniques, donc dans les OAP, il n'y a pas cette cassure de la ligne pleurale, il n'y a pas d'anomalie parenchymateuse, alors qu'ici ça, c'était un Covid. Il y a vraiment une cassure de la ligne pleurale. Voilà pour les petits trois cas cliniques du soir que j'ai préparé du coup vite fait. Super. Merci, Félix. On Avec plaisir. reverra, On j'en reverra. profite pour vous dire que vendredi, on reverra un petit peu plus précisément les lignes B, les caractéristiques. On reverra aussi quelques erreurs qu'il ne faut pas faire, avec en particulier les lignes Z. Là, Daniel m'a envoyé des images. On pourra vous montrer des choses comme ça. L'œdème Moi, aigu du poumon, on vous montrera aussi des diagnostics différentiels. Ce qu'on voulait vous montrer encore aujourd'hui, c'est vraiment, on essaye de rester sur des choses simples. Vous avez des suspicions, des patients avec des suspicions de Covid. Vous continuez à faire vos images, enfin vos examens cliniques comme d'habitude. Et en plus, vous avez l'échographie qui vous permet de vous apporter quelque chose. Julien, je crois que tu as mis un gros trait rouge sur l'écran de tout le monde.
Je crois que tu t'es trompé sur la manip. Donc là, tout le monde a un gros trait rouge sur son écran. Ne vous inquiétez pas, c'est pas votre écran, c'est normal. C'est l'administrateur de Zoom qui a mis un gros trait et qui apprend à dessiner apparemment en plein live. Et c'est pas grave, on va faire avec. Donc Donc moi, Félix va nous présenter l'étude clinique qu'il va lancer voilà, rapidement avec l'équipe de exactement. Lyon. Et Ouais, on a aussi une étude clinique qui va se lancer avec les médecins généralistes, je vous disais, sur le suivi, là, J1, J3, J5, J7, J10. Donc ça, c'est avec Yannick Schmitt. Vous pouvez continuer à vous inscrire à la fois si vous êtes intéressé par l'étude de Yannick. Et je crois aussi, Félix, qu'il y a Angers qui va recruter. Parce que toi, je pense que tu n'as pas besoin de ouais, les recruter. Mais inscriptions sont fermées, moi. Tout est ouais. fermé, tout est bouclé, on commence lundi. Donc Super, c'est fermé. génial. Allez, vas-y, raconte-nous. Donc ouais, moi le but en fait, l'idée c'est que moi je suis Félix Amiot, du coup je suis interne en médecine d'urgence au CHU de Caen. Je suis créateur du coup des Deco First, un organisme de formation. Donc on est en partenariat avec Univox et MedTandem pour vous former voilà à l'échographie pulmonaire. Et nous ce qu'on a décidé de faire, mon idée en fait, c'était que vraiment pour moi l'échographie pulmonaire, en tout cas dans le cas du Covid, pouvait apporter quelque chose en tant qu'outil d'orientation. Parce qu'on sait que c'est des patients qui sont un examen clinique difficile, qui n'ont pas forcément de signes de tirage, qui ont une désaturation qui est parfois un peu limite. Et en fait, on se rend compte que les médecins généralistes sont un peu parfois un peu désemparés vis-à-vis de ça et de se dire est-ce que ce patient mérite une évaluation hospitalière, est-ce que ce patient ne mérite pas une évaluation hospitalière? Et ça, on a beaucoup de mal à voir ça. Et donc du coup, moi, je vais essayer du coup avec une étude qui s'appelle Cobulus, Co pour Covid, Bu pour ambulatoire et LUS pour lung ultrasonographie. C'est une étude du coup qui est interventionnelle et multicentrique, qui en fait va essayer d'évaluer la performance de l'échographie pulmonaire en tant qu'outil d'orientation chez les patients suspects du Covid. Donc on va faire ça en fait à Lyon avec des médecins généralistes et on espère faire ça parce pour l'instant on n'a pas toutes les autorisations. Je vous en parle un petit peu en background, mais on n'a pas toutes les autorisations, mais ça va venir, j'ai bon espoir. Les investigateurs, c'est uniquement des médecins généralistes, donc que ce soit en cabinet, il y a 2 maisons médicales à Lyon qui ne font que du Covid, ils font 50 Covid par jour, et en visite, donc SOS médecins de Lyon, et j'ai 12 médecins de SOS médecins de Lyon qui sont avec moi. Voilà, donc le nombre de patients à inclure, c'est 200, on va y arriver très rapidement, je pense, donc on va plutôt en fait se tourner vers 400 patients. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils voient leurs patients comme s'ils devaient les voir. Donc, c'est des patients suspects Covid ou qui ont une suspicion de Covid en tout cas, qui viennent consulter soit le cabinet, soit SOS médecin. Et ils font leur examen clinique comme s'ils faisaient tout la même chose, tout pareil. Ils font tout comme s'ils faisaient comme avant. Et en fait, à la fin de leur examen clinique et de leur antécédent, leur interrogatoire, ils décident d'une orientation. Est-ce que ce patient, je l'oriente vers un ambulatoire ou est-ce que ce patient, je l'oriente vers l'hospitalier? Et de là, après avoir pris cette décision, ils font une échographie. Et ils font une échographie pulmonaire. Ils ont une stadification que je leur ai donnée, j'ai créé une annexe pour la stadification. Et après cette échographie, ils redécident est-ce que ce patient va en ambulatoire ou en hospitalier. Ils ont bien sûr pas le droit de revenir en arrière. S'ils ont pris une décision de l'envoyer à l'hôpital après l'examen clinique, ils n'ont pas le droit de revenir en arrière et de faire une ambulatoire sur l'échographie, c'est normal. L'échographie doit être là pour upgrader la prise en charge. Et ensuite, ils revoient ce patient entre J3 et J5 de la première consultation et ils font la même chose. Donc, ils leur refont une échographie et si le stade s'est aggravé, ben là, ils l'orientent vers l'hôpital. Le critère de jugement principal, nous, on s'est tourné vraiment. Le but, c'est de montrer que c'est un outil performant d'outil d'orientation. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, écoutez, la chose qui va rendre le plus performant, c'est que ces patients qui sont orientés à l'hôpital, combien vont être hospitalisés? À combien on aura raison de les avoir emmenés à l'hôpital? Et donc on va se baser sur le taux d'hospitalisation de ces patients-là après la reconnaissance des lésions échographiques graves ou d'aggravation de leurs lésions dans la deuxième consultation. Les critères de jugement secondaire, c'est les patients qui vont, entre guillemets, être graves, donc la durée d'hospitalisation, la décision d'admission en réanimation, le taux de décès, les taux de patients oxygénés récurrents, et aussi, ce qui m'importe aussi, c'est la concordance diagnostique avec le scanner thoracique qu'ils vont recevoir de toute façon, parce qu'on sait qu'ils les reçoivent tous pour l'instant à Lyon aux urgences, et la comparaison de ces stades. Moi, je leur ai créé des annexes pour ça. Donc la première annexe qui est ici, ça, c'est la Canadian Pot of Care. C'est les Canadiens qui ont créé ça. C'est un protocole de désinfection qui est très bien fait, je trouve, qui est très didactique, que vous pouvez mettre, qu'on a plastifié en fait, on met ça dans les feuilles. Je leur ai créé une petite application pour faire ça. Et ça, c'est leur stade échographique, c'est une annexe que j'ai créée aussi. Donc là, ils ont le stade A, le stade normal, A pour ligne A. Le stade B1, c'est vraiment, on a une diminution du glissement pleural, des petites lignes B, on a dit inférieure à 4, mais
j'aime pas trop les chiffres, qui sont regroupés en petits foyers. Surtout, il n'y a pas vraiment une nette altération de la ligne pleurale. Là, par contre, quand on passe au stade B2, il y a vraiment une nette une anomalie de la ligne pleurale, des lignes B qui sont confluentes en foyer. Et à partir du stade B2, ça, c'est une hospitalisation. Le stade C, c'est le stade de la condensation, donc ça, on n'en parle même pas. La condensation impose une hospitalisation, ça fait des désaturations au repos, ça, c'est des désaturations à l'effort. Voilà, on a décidé de les reconvoquer entre J3 et J5 parce que des fois, souvent, ils se consultent souvent à 48 heures de leurs symptômes, classiquement. Et on sait qu'en fait, c'est à J7, entre J7 et J10 qui s'aggravent, mais il y a déjà des lésions graves avant. Il y a déjà des lésions graves qui sont déjà présentes avant. Et donc, ces patients, éthiquement, moi, j'ai envie de les orienter avant que ça s'aggrave. Et donc, du coup, j'ai décidé que le dernier cut-off, ce serait J5. Voilà, si après, on verra pour après. Voilà, donc cette Je peux te étude. dire là-dessus qu'on est en train d'aller vraiment là-dessus. Nous, on commence à demander à la fois aux hôpitaux périphériques qui n'ont pas forcément les moyens de garder les patients, enfin de les intuber. On commence à demander aux médecins qu'à partir de 2-3 litres Mmh, d'oxygène, mmh, ils soient déjà en unité de soins continue. mmh, C'est-à-dire mmh, avec une surveillance continue avec un scope mmh. et une SAT, quoi. Ils Donc partent très plus vite autour. avec un Mais ça, anesthésiste qui tu vas puisse s'en voir, occuper. ça c'est au début. Donc, Malheureusement, c'est au début quand tu as un peu de place. Et c'est après, ça. on monte très rapidement le taux d'oxygénoré. Nous, là, par exemple, à Caen, il a 6 litres actuellement. Donc, en dessous de 6 litres, on les prend pas en USC. Voilà. Ouais, on les a au moins Donc mis en voilà. médecine, quoi. Mais voilà, il se les mime bien sûr en médecine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, donc l'idée c'est ça. Donc en fait, tout le monde est prêt. Là, tous les médecins généralistes sont prêts, tout le monde est prêt, tout le monde est formé, les échographes sont livrés. On n'attend plus que les autorisations et normalement on commence lundi à inclure. Voilà, en gros à peu près. Donc moi je suis désolé, je peux pas prendre d'autres médecins généralistes parce que j'en ai déjà 20 et que j'ai déjà du mal à les gérer les 20. Mais voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, on vous donnera je vous donnerai des petites mises au point au fur et à mesure, et puis surtout, vous verrez passer normalement cette étude après dans les journaux. Voilà. Donc Yannick, pour le moment, ils sont encore open sur les médecins qui veulent rentrer. Donc c'est les médecins généralistes en visite ou au cabinet. C'est sensiblement la même histoire clinique que ce que vous propose Félix. C'est l'inclusion entre J0 et J4, des symptômes, échographie de suivi, et il rappelle les patients pour savoir après comment ça se passe. On a préparé un petit recueil de données. Ça, je les ai aidés un peu là-dessus. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est les copains les Anestrea de Marseille et de Nîmes, Laurent Muller et Laurent Zilkevich, qui sont des réacs qui sont mordus d'écho, qui m'ont envoyé un protocole où il y a à la fois de l'échographie cardiaque pour la surveillance et de l'échographie pulmonaire. Donc tout ça, c'est pour la réanimation. Donc en fait, je vous ai fait une petite synthèse et je vous ai proposé ça. Donc ça sera sur le Slack, on vous le mettra à disposition. Donc, c'est pour pouvoir rentrer les choses habituelles. Hein. Vous mettez la saturation, la fréquence respi. Mais c'est aussi pour vous permettre d'avoir un petit cadran pour que vous puissiez noter les informations de votre patient sur les 6 cadrans de chaque côté. Vous avez un score. Vous avez aussi la ligne pleurale si elle était régulière, les épanchements pleuraux. Et après, le suivi pour l'AREA, pour l'étude, c'était plus le suivi. Vous, ce qui vous intéresse plus, je pense, c'est la partie du milieu qui vous permet d'avoir un recueil un peu standardisé pour vos images et pour faire votre compte-rendu. Voilà, donc là, ils ont déjà lancé avec la fac de médecine et avec le collège de médecine générale. Nous, on est là simplement pour coordonner, pour s'il y a des médecins qui sont intéressés, vous écrivez sur contact@medtandem.com, on donnera les infos à Yannick. Et puis voilà. Hop là. Bon, ben voilà. Est-ce que Gervais, tu veux nous montrer les petits cas cliniques avec les images de Butterfly peut-être? C'est Merci parti. hein, Félix, si tu nous as dit que tu avais une réunion, donc Ouais, si, je suis si tu désolé, as besoin de je vais partir, devoir il n'y vous a pas de laisser moi. souci. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir tout le Ben, monde. merci à toi et de toute façon, tu refais une conférence toi demain, je crois, Ouais, c'est ça? normalement demain, ouais, si tout va Voilà. bien. Mais normalement demain, ouais. Effectivement, je refais une conférence demain, je fais les bases de l'échographie pulmonaire une nouvelle fois. Voilà. Voilà. Et puis après, nous, on fait vendredi donc avec les réa pour vous expliquer un peu les lignes B, les différences, pour aller un peu plus loin
dans l'imagerie. Et puis après, on recommencera, mais plus tranquillement dans la semaine prochaine. Je pense qu'on fera conférence mercredi et vendredi avec un maximum d'images et de cas cliniques. Voilà. Allez, Gervais, c'est à toi. Merci Félix. Bonne soirée. Je vous en prie, bonne soirée à tous. C'est parti. Donc, moi, je suis un imageur. Donc, je vais faire plutôt la corrélation entre les images écho et scanner. Je vais rester sur Tout à fait. sur mes premiers amours. On va dire. Exactement. Si tu as besoin que je remette des images du PowerPoint Ah, sur lesquelles je suis passé, non, c'est je- bon? je- Allez, bon, c'est parfait. Je te laisse tranquille. c'est parti. Merci, Voilà. Gervais. Vous avez bien ça à l'écran. Voilà. Donc, là, on parlait tout à l'heure de l'image normale, échographique normale. Donc, euh, je reviens sur ce que disait Lydie, ce qu'on appelle le signe de la chauve-souris. Ici, j'ai mes deux côtes, d'accord, des comptes d'ombre derrière les côtes, ma ligne pleurale, ici, les fameuses lignes A, d'accord. Le principe du l'image. Gervais, on voit pas ton partage d'écran, hein? Ah, tu veux pas le partage d'écran? Ah, pardon. Non, on te voit, donc on Ah, comprend la ligne, mais on ne sait pas où elle est. attends, le partage, il n'a pas voulu démarrer. Attends, partage d'écran. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a un truc d'écran? Non. Hop. Là, c'est bon. On y voit. Oh, c'est bon, ok. C'est parfait. On est parti. Allez, on est reparti. Donc, effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'image d'un poumon normal. Donc, un poumon sec, bien évidemment. Donc, ici, mes côtes, parce que tout ce qu'on va définir, en fait, tout ce qu'on va définir, c'est ce qui va se passer entre un espace intercostal. D'accord? Donc, ici, la ligne pleurale. Donc, un poumon normal est un poumon qui est aéré. Un poumon qui est aéré, ça veut dire qu'il reflue le faisceau ultrasonore. Donc, ça nous donne ces artefacts de réverbération qu'on appelle les lignes A, qu'on verra ici, là, qui sont toutes à équidistance et qui ont la même orientation que la ligne pleurale. Cette ligne pleurale doit être mobile pour être normale. D'accord? Donc, ça, c'est le principe de base. Hop là. Voilà. Donc, ensuite, là, je pars sur la vidéo. Voilà. Donc, ici, je vois bien ma ligne pleurale qui est mobile. Je vois mes différentes lignes A. Je vois ma première cote, ma deuxième cote, l'espace, le compte d'ombre derrière. Ça, c'est ce qu'on va appeler un poumon normal sur un secteur normal. Quand je pose ma sonde sur un secteur et que j'arrive à voir cette image-là, c'est que mon poumon est normal et normalement aéré. D'accord? Ensuite, la condensation ou l'image en verre dépoli, à ce moment-là, le poumon va se gorger d'eau. Le verre dépoli, c'est l'interstitium qui va se remplir d'eau. Quand on arrive à la condensation, c'est les alvéoles qui se remplissent. Donc, à ce moment-là, ça va me donner une autre image échographique. Hop là, tac. Hop, voilà. Donc, ce dont vous parliez, Lucie, tout à l'heure, c'est le signe qu'on va chercher absolument dans ces échographies à Covid. Il peut y avoir des tas d'autres signes pour avoir d'autres pathologies, mais ce qu'on va chercher en priorité là, c'est ce qu'on appelle les fusées pleurales. Donc, ce sont des artefacts en queue de comète. Elles sont dues en fait à la présence justement d'eau au milieu de cette aire-là, qui va donner ces espèces de fusées qui partent de la ligne pleurale, forcément de la ligne pleurale, qui sont droites, qui traversent tout l'écran. Là, j'ai mes deux côtes, donc j'ai mon espace intercostal. Hop là, pardon, c'est moi. Excusez-moi. Donc là, pour que ce soit significatif et pathologique, on doit en compter au minimum 3 dans un espace intercostal. Et j'oubliais une dernière chose, elles effacent les lignes A qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Dans les affections à Covid-19, ce que vous expliquiez, Félix, tout à l'heure, ce qu'on peut voir aussi, c'est les irréguliarités de cette ligne pleurale, on va le voir tout à l'heure, et on peut voir aussi de temps en temps une atténuation de l'intensité du glissement pleural, c'est-à-dire que le glissement pleural va diminuer en densité, va diminuer en vitesse en fait. Hop là. Donc là, voilà. Donc je vous montre la corrélation avec une image de scanner. Voilà ce que ça donnerait sur le scanner. D'accord? Cette petite image. Alors, ce que je voulais vous faire bien reconnaître sur l'image de scanner, c'est que vous voyez que, hop là, je vais pousser ça, voilà, que l'image en verre dépoli, ici, là, vous avez un arc costal, là, vous avez un autre arc costal, là, vous avez un autre arc costal. En fait, là, vous voyez, elle est vraiment entre deux arcs costaux.
D'accord? Je vais repartir sur la vidéo. Et voilà ce que ça pourrait donner. Donc, mes cotes, ici, là, le compte d'ombre, le compte d'ombre. Là, effectivement, j'ai ma ligne pleurale qui bouge toujours. J'ai mes lignes B qui partent. Alors, c'est du dynamique, donc c'est pour ça que je n'ai pas l'image que j'avais tout à l'heure, mais je vois bien que je peux compter plusieurs lignes pleurales qui suivent le mouvement de la ligne pleurale. Il y en a au minimum 4. Là, je suis sur ce qu'on appelle une lésion en verre dépoli. Le verre dépoli, c'est l'image scanner. Donc ça, c'est une image de syndrome interstitiel. Voilà. Donc le syndrome interstitiel, c'est le syndrome de base du Covid-19. Après, comparé à d'autres pneumopathies virales, le Covid-19 a des distributions particulières de ces lésions. Elles sont plutôt périphériques et basales. Sur d'autres pathologies, on peut voir du verre dépoli, mais elles n'auront pas la même distribution dans le poumon. Voilà. Et donc, comme on disait, on revenait sur les 3 fusées pleurales minimum par espace intercostal. C'est très important. Hop, je repars. Donc là, on passe sur une autre phase, c'est-à-dire, vous voyez là, j'ai la lésion qui est beaucoup plus étendue. Je commence à avoir des lésions bilatérales. Donc là, je suis sur une phase qui est un peu plus évoluée de mon Covid. Là, à ce moment-là, ce que ça pourra donner comme image, on peut noter la ligne pleurale qui semble un peu plus épaissie. J'ai beaucoup plus de lignes B et même maintenant, j'ai du mal à les différencier. Elles sont confondues. C'est ce qu'on appelle le signe du rideau. En fait, ça veut dire, si on regarde bien, et là, par contre, j'ai une cote ici, une cote ici et une cote par là. D'accord? Le compte d'ombre des cotes, le compte d'ombre des cotes. Si on regarde bien sur mon image ici, c'est pareil. J'ai mes cotes ici, une cote ici, donc j'ai 2 espaces. Comme la lésion est beaucoup plus étendue, voilà, mes fusées pleurales, je les vois sur une plus grande longueur. D'accord? Hop là. Donc, c'est le signe dont parlait Félix tout à l'heure, qui a été dans la littérature, on en parlait souvent. Les études chinoises, les études américaines, on parlait de ça. C'est la fameuse irrégularité de la ligne pleurale. Donc, ici, vous voyez, là, j'ai ma ligne pleurale qui est à peu près droite. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai une anfractuosité ici au niveau de ma ligne pleurale. Et en général, en face de ces anfractuosités, j'ai une ligne B qui va jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est une lésion qui apparaît très fréquemment dans le syndrome de Covid-19. Voilà. Ce que je vais vous montrer. Donc ensuite, ça, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Lucie. Donc là, c'est quand j'arrive au stade 3. En général, là, ils ont désaturé, ils ne sont pas bien. Le seul truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce stade-là, le stade d'hépatisation pulmonaire que vous voyez là, logiquement, dans une infection à Covid-19, ce qui est une pneumopathie virale, vous ne pouvez pas l'avoir dans les temps précoces. Donc, ce qu'il y a, c'est que si vous la voyez là, c'est que la personne elle-même a déjà une pneumopathie bactérienne plutôt. Voilà. Ça arrive que dans les formes qui sont plutôt évoluées. On a certaines pathologies ces jours-ci avec des surinfections à pneumocoque et à hémophilus sur du Covid. On n'en avait pas trop au début, là ça commence à arriver. Tout à fait. Mais bon, comme tu dis, c'est des lésions, comme disait Félix, les lésions de condensation, c'est des lésions qu'on va avoir chez des patients qui, eux, sont symptomatiques. Donc là, ça ne posera pas trop de problèmes. Vous saurez directement qu'il faut les adresser à l'hôpital. C'est plutôt pour les réas qui vont voir ce genre de pathologie, d'image. C'est juste pour vous dire que si vous voyez ça dans un temps précoce, dans les temps de l'étude, normalement, ça peut vous faire penser que ça n'en est pas. Pareil pour l'épanchement pleural. En général, il n'y a pas d'épanchement pleural que dans les stades évolués. Voilà pour les cas cliniques que nous avions. Voilà. Je te laisse la main. Tu m'entends? Hop là. Je t'entends, Gervais. Tu peux nous redonner l'écran, effectivement. Il faut que tu enlèves le partage d'écran. Tu l'as en bas, le partage d'écran. En bas, tout en bas. Non. Il est en haut, chez moi. Ah bon. Excuse-moi. Voilà. Le mien est en haut. Voilà, parfait. Écoutez, donc nous, on vous a un petit peu montré où est-ce qu'on en est avec l'écho pulmonaire. Donc, on vous a expliqué qu'il y avait une place
On est de plus en plus persuadé qu'il y a une place pour l'échographie pulmonaire, à la fois chez le médecin généraliste, à la fois chez l'urgentiste et à la fois chez le réanimateur. L'échographie, vous le savez, c'est vraiment un outil supplémentaire à votre examen clinique. Ça vous permet d'aller plus loin que votre stéthoscope parce qu'on a vu qu'avec le stéto, on n'a pas grand-chose comme image, ni avec la radio thoracique. Donc, on pense que ça vous aide à aller plus vite dans les prises en charge de vos patients. Et on sait que la vitesse de prise en charge aujourd'hui pour le Covid, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, allez-y pour les questions. Alors, je vois qu'il y a Cyril Desvaux qui est obstétricien qui nous demande si on sait s'il y a des équipes obstétricales qui utilisent l'écho en dépistage. Alors, je sais pas si Magali est là. Je sais que son mari, qui est, je crois, chef de service à la Timone, ils ont commencé à s'y mettre, je pense, la semaine dernière. Donc, je pense que oui, on peut déjà dire qu'il y a au moins des équipes qui commencent à faire de l'écho chez la femme enceinte. Les recommandations aujourd'hui, c'est toujours de faire le scanner, hein, mais c'est toujours pareil. Ça peut vous permettre, chez des patients pour lesquels vous avez des doutes, de faire une écho, de voir si effectivement il y a des lésions pulmonaires ou pas, et ensuite après d'aller plus loin. Mais il y a des patients qui sont plus ou moins transportables, et en obstétrique en particulier, le scanner, c'est pas toujours l'idéal. Je ne sais pas, Cyril, est-ce que tu as, dans la réunion que vous avez faite vendredi, dans le webinaire, est-ce que vous avez posé ce genre de questions? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont donné des infos déjà? Vas-y, Cyril, hein, tu peux prendre la parole. Hein. Oui, tu m'entends, Lucie? Ouais, on t'entend bien. Ouais, merci. Ouais, on avait posé la question Strasbourg. Pour l'instant, il réfléchit du coup depuis qu'on leur en a parlé. Donc, on a un nouveau webinaire vendredi, donc peut-être qu'ils vont en reparler. Et j'ai eu l'équipe de Marseille, donc à la Timone. Et pour l'instant, en fait, ils avaient décalé un peu le début parce qu'ils étaient un peu sous l'eau là pour l'organisation du service. Donc, on doit se recontacter cette semaine pour voir s'ils l'ont effectivement mis en place. Mais après, je n'ai pas d'autres retours. Et on avait demandé aux Italiens. Et en obstétrique, en tout cas, pour l'instant, ils ne l'utilisaient pas forcément. D'accord. Après, c'est aussi il faut savoir faire. Donc, à Marseille, ce qu'ils avaient, l'avantage, justement, c'était que Magali avait proposé que le service d'exploration vasculaire, qui, eux, savaient déjà faire de l'écho, se forme à l'échographie pulmonaire et puisse aller aider ensuite les équipes dans les services. Parce que, comme tu dis, c'est sûr que quand on a déjà plein de boulot, on n'a pas forcément le temps en plus de se former. Écoute, on va continuer. Si vous avez des infos, hein, nous, on est là pour vous aider, pour avancer là-dessus aussi. D'autres questions? Alors, pour le signe du rideau, plusieurs fusées pleurales fusionnées accolées à la ligne pleurale. Oui, donc le signe du rideau, il y a pas mal de sémantiques comme ça qui sont dans les bouquins qu'on voit passer. C'est un peu c'est exactement comme vous a dit Félix. À partir du moment où vous voyez plus de 3 lignes pleurales entre deux côtes, vous pouvez considérer que vous avez une fusée pleurale. À partir du moment où vous avez plus de 3 lignes B, c'est-à-dire plus de 3 fusées pleurales, vous pouvez considérer que vous avez des fusées dépolies. Et c'est les fusées dépolies qui sont le signe qui est corrélé avec l'image en vert dépoli du scanner. Est-ce que Yannick cherche encore des médecins? Oui, Yannick cherche encore des médecins pour son étude. Le docteur Gibouille, je vous conseille de venir sur contact@medtandem.com et sinon sur le site de MedTandem, il y a un petit formulaire à remplir qui nous permet d'avoir des infos et qu'on transmet évidemment tout de suite à Yannick. Ça, c'est toi qui réponds, Gervais, c'est ça? Ouais, c'est moi, ouais. D'accord. Bon, ben voilà. Vendredi pour la partie réa, voilà. Mais oui, on a trouvé ce petit fond Tahiti, là, on s'est dit que ça vous apporterait du bonheur, de la joie, du bonheur. Je me cache, regardez, vous avez des vagues et tout. Vous savez que MedTandem est né à Tahiti, alors on est toujours motivé pour repartir là-bas. Écoutez, voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, je sais qu'il y avait
un médecin qui nous avait envoyé, Stéphane Fargeton, qui nous avait envoyé des images. Envoyez-nous des images sur le Slack ou vous nous envoyez sur contact@medtandem.com pour nous dire que vous avez vu des patients, que vous avez des images. On les présentera, on peut les récupérer les images à l'avance, comme ça on vous les met, vous n'avez plus qu'à parler pour nous expliquer vos cas cliniques. Voilà. Et Stéphane, je ne sais pas si tu es là, je crois que tu m'as envoyé un message. Tu es là, voilà, il y avait des soucis pour les vidéos. Est-ce que tu y arrives à lire les vidéos ou est-ce que tu préfères nous les présenter vendredi? Comme tu préfères. Je peux les visionner. Enfin, votre système de partage d'écran, je n'ai pas tout, mais je pense que ça ne va pas être compliqué. C'est en bas, tu as un petit point vert. Voilà. Ouais. Allez, vas-y. On a un petit quart d'heure. Il y a un petit Donc, carré vert en bas. Ouais, partage d'écran. Et Voilà. après, je fais Il va te donner tous les trucs que tu peux partager. Oui. Tu choisis où c'est que tu veux partager. Soit ton bureau, soit une application qui est ouverte. La fenêtre. Vous voyez mon parfait. Super. Ouais. Donc ça, c'est les clichés que j'ai fait mardi. Alors, l'histoire de ma patiente, je peux vous la résumer. Une patiente que je suis là depuis maintenant 12 jours. J'avais vu dans un contexte clinique de Covid, fièvre depuis 3 jours, avec un contact avec son fils qui rentrait de la région parisienne, qui avait aussi un tableau. Ils se sont tous confinés ensemble, donc elle a développé des signes 2-3 jours après le contact avec son fils. Elle a fait de la fièvre. La toux s'est installée dans un deuxième temps, donc j'ai commencé à la surveiller à partir de là. Elle a toujours été bien cliniquement, pas polypnéique, avec des bonnes SAT, fatiguée, crevée, des courbatures, maux de tête, un peu les tableaux un peu divers et les symptômes divers que je vois un peu marqués un peu partout. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'écho parce que à voir ce que donnait son poumon à l'écho. D'une part parce que j'ai mon écho moi au cabinet, donc je m'en sers pour faire la médecine ostéo-articulaire. Donc j'ai l'outil à la disposition. Et puis, c'est vrai que je me dis que l'écho, à mon avis, a un rôle à jouer dans le suivi surtout. Moi, je me dis, j'imagine, sans forcément aller chercher des connaissances scientifiques, je ne suis pas un expert d'échographie, mais je me dis que forcément, un patient qui évolue, qui a J7 à une écho normale, il va moins m'inquiéter qu'un patient qui a J4, J5 va commencer à avoir des lésions interstitielles qu'on peut assez facilement voir à l'écho. Donc, c'est ce que je me suis mis en tête de faire avec cette patiente. D'autant plus que dans le suivi, j'avais suivi les recommandations, donc je l'ai surveillé, téléconsultation, téléconsultation, je l'ai revu à J7, J8 parce qu'elle était toujours fébrile. Donc c'est à J8 que j'ai fait une première écho. Ça, ce n'est pas les images de cette première écho, mais en tout cas, j'avais vu un syndrome interstitiel assez net au niveau des deux bases. D'ailleurs, cliniquement, elle avait des crépitants à ce niveau-là, donc la clinique était assez corrélée avec ce que j'avais à l'imagerie. Ça, c'était vendredi dernier. Dans le week-end, suite à ces images, le week-end arrivant, je me suis plutôt, parce qu'elle était assez anxieuse et je voyais quand même que j'avais des lésions interstitielles au niveau des deux bases, je me suis lancé dans une surveillance IDE comme ça nous est proposé, donc pas la laisser seule durant le week-end, seule avec sa suspicion et sa pneumopathie virale et son stress. Donc le week-end s'est bien passé. Elle a quand même un petit peu désaturé lundi matin avec une SAT à 92%. Ce que j'avais à l'écho et suite au fait qu'elle avait aussi fait des malaises, qu'elle avait une SAT un peu en baisse, donc je l'ai envoyée aux urgences. Bon, il s'est avéré que là-bas aux urgences, quand ils l'ont réévaluée, la SAT était normale, les constantes étaient normales, elle n'avait pas de comorbidité. C'est une patiente de 56 ans, je ne vais pas dire, sans comorbidité, donc voilà, sans signe de gravité. Donc elle est repartie à la maison. Là, je l'ai revue sur cet écho, on est à J12. Le passage aux urgences, c'était à J11. La fièvre, on va dire, quand je l'ai vue, moi, elle avait plus de fièvre depuis 12 heures. Donc, elle s'est quand même tapé 11 jours de fièvre, assez cognée. Et donc, là, quand je la vois, moi, cliniquement, elle est toujours bien en SAT. Les crépitants que j'avais vraiment net il y a 4 jours ont quasiment disparu. Elle va mieux, elle se sent moins fatiguée. Donc, on voit quand même qu'il y a un reflux un peu clinique, on va dire, elle va mieux. Et bon, là, j'ai montrer les autres images, Stéphane? Je vais vous les montrer, ouais. Donc là, j'ai essayé de répertorier les cadrans. Donc, je suis passé sur son poumon droit où on voit… Là, vous voulez que je vais lancer l'image, mais je vais essayer…
C'est parce que là, vous avez quoi en image? Vous On a avez une plus rien? image fixe. Si, Vous avez si. une image fixe? On voit exactement ton écran, je pense. On Ouais, voit vous tes voyez mon dossiers écran? sur la gauche et tes Ouais, mon TZ. écran. Je vais essayer, parce que je n'ai pas de diaporama, je vais essayer de jongler entre les fichiers. Peut-être que si je reste sur cette fenêtre, c'est assez Oui, c'est visible. très bien. C'est très bien. Ouais, je vais essayer de réduire un peu ça. Bon, là, j'ai essayé de répertorier. Donc, comme vous expliquiez avant, on voit très bien les lignes A, voilà, les lignes pleurales. Là, j'ai essayé d'aller sur un cadran, sur ce que j'appelle le Z2, moi, la deuxième zone au niveau antérieur, poumon droit. Je vais vous montrer même image sur le poumon gauche. On voit toujours les lignes A. Donc, Z2, mais j'ai raté la photo. Je ne sais pas pourquoi. Après, je suis parti en latéral sur la Z3, donc avec toujours des lignes pleurales, ce qui me semble être, moi, une image de poumon normal, où on voit vraiment les cônes d'ombre et les lignes A. Je suis parti après sur la zone latérale gauche, et là, j'ai commencé sur la partie, sur la partie haute, j'ai commencé à avoir des lignes B que je n'avais pas sur l'écho que j'avais fait 4 jours avant. Donc, je me dis quand même qu'il y a eu une progression il y a quand même une progression au niveau des lésions par rapport à l'imagerie que j'avais faite 4 jours avant, avec des lignes. Là, on est sur le cadran Z3 pour moi, latéral haut. Là, on est sur une image déjà latérale bas, où on voit vraiment des lignes, pour moi, des lignes B qui se sont vraiment regroupées avec une image. Bon, sur une image fixe, c'est difficile, mais bon, entre ce que je vois là sur le cadran, c'est-à-dire sur le latéral haut et sur le latéral bas à gauche, pour moi, il y a des images qui sont plus constituées et qui doivent commencer à ressembler à des images des polis. Donc après, je suis reparti derrière. Z5, ça c'est donc postérieur droit, donc avec des lignes A. Postérieur, donc la postérieur bas à droite. Donc, pareil, on a des images un peu. Et ensuite, au niveau gauche, donc là je suis à gauche, postérieur haut, là on voit des lignes A. Donc là j'ai 4 cadrans. Je dois vous quitter, merci à tous, c'était top. Vous avez tout vu ou pas? Ouais. Je vais vous lancer les vidéos. Alors je me suis fait avoir par mon écho parce qu'il enregistre que 10 secondes et forcément moi j'avais fait des vidéos plus longues et il m'a enregistré que les 10 dernières secondes. Et comme j'ai un Mac, je ne sais pas si vous voyez là la vidéo ou pas. Parce que je ne sais pas avec votre partage d'écran si vous. Pour le moment, non. Non. On peut le faire. Parce que je dois être sur une autre application. Essaye avec l'autre, pas avec QuickTime, avec l'autre. Ouais, mais là je ne suis pas avec QuickTime parce que je n'arrive pas à les lire. Le problème, c'est que là, ça m'ouvre sur un autre logiciel. Je pense que si toi, tu les as, je te les ai transférés, les vidéos. Je ne sais pas si tu les as. On va les présenter vendredi, comme ça on aura le temps. On aura le temps de les monter complètement. L'écho, il est sur Windows. Moi, je suis sur Mac. Et les Windows médias, voilà. Je galère un peu. On les présentera la prochaine fois, je pense que ça sera plus simple. C'est un balayage. J'ai essayé moi de balayer des zones saines vers les zones de haut en bas. Et bon, il y a des images qui sont assez, bon, même s'il n'y en a que 10 secondes. C'est très bien, c'est super. Pensez à, comme Stéphane, à nous envoyer, à nous faire part de vos cas cliniques. Promis Stéphane, vendredi, je charge tout ça et je pourrai les lancer. Là, j'ai été reprise par la patrouille. Là, il faut que tu ressortes de ton écran, en fait, et en partage d'écran encore. Ouais, puis sur Escape en haut, ça va sortir. C'est un Mac, il est en haut. Ouais. À gauche, là-haut, le bouton rouge. Ouais, c'est bon. Donc, Escape. Non, donc, ouais. Pensez bien à nous envoyer. Vous avez le Slack aussi qui doit être dans la newsletter ou qu'on pourra vous redonner, sur lequel vous pouvez mettre vos images et on vous aide aussi pour la… Voilà, super. Voilà, parfait. On vous aide aussi pour l'interprétation des images. Gervais est là pour relire les boucles quand vous les mettez sur le WhatsApp. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de partager. Maître Tandem, on est vraiment là pour vous aider, pour faire qu'on ait un lien entre nous, pour se coordonner et qu'on puisse avancer vraiment ensemble. C'est le principe du tandem, hein, c'est qu'on avance tous ensemble. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce soir. J'ai une question. Est-ce que on a vu qu'il y avait
Félix, il va travailler avec des médecins à la fois de SOS et aussi des médecins qui sont organisés en sorte de maison de santé spéciale Covid. Je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui travaillent dans ce genre de structure nouvellement montée. Et si ça vous intéresse, nous, ça nous intéresse d'avoir votre expérience de ces centres-là et de savoir si dans ces centres-là, vous faites de l'échographie, si vous avez envie d'en faire. Voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous aider en tout cas, voir avec vos mairies pour faire que vous puissiez être équipés en matériel, vous suivre si vous avez besoin de former d'autres médecins, si la petite vidéo déjà ça vous intéresse, mais si vous voulez en voir plus, voilà, on est à votre disposition, on est là pour vous aider, pour faire transmettre les infos. Je ne sais pas si vous avez des infos à faire passer, vous nous écrivez sur contact@medtandem.com. On vous répond, c'est comme ça qu'on a répondu à Stéphane. C'est avec grand plaisir. Et voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci. Alain Potier, écoute, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des gens qu'on suit déjà. Voilà. Bonne soirée à tous et à vendredi alors pour une conférence qui sera un peu plus technique. On va essayer de vous apporter des choses un peu plus consistantes, on va dire, où on va aller un peu plus loin que ces lignes A et ces lignes B pour que justement vous ayez des notions un peu plus solides sur l'échographie pulmonaire. On fera ça avec nos amis Anestrea et puis avec Gervais et moi. Et je pense qu'il y aura Daniel Lichtenstein. Je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Peut-être qu'il était de garde. Daniel, ça fait 30 ans qu'il fait de l'écho pulmonaire. Donc lui, il m'avait envoyé des photos que je n'ai pas montrées. Je vous les montrerai vendredi, c'est promis, avec les lignes Z en particulier. Les lignes Z qui ressemblent à des lignes B, mais qui ne vont pas jusqu'en bas de l'écran. Voilà, donc pour lesquelles il manque une caractéristique des lignes B. Ça en fait des lignes Z. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Courage à tous. Et bien, comme d'habitude, ensemble contre le Covid. Bonne soirée. Au revoir. Moi, juste, vous pouvez aller sur le Slack. Vas-y. Pensez à, vous pouvez déposer des images. C'est vraiment un lieu de partage où tout le monde peut échanger. Donc, toutes les contributions de tout le monde sont bienvenues parce que plus il y aura d'images, plus de personnes pourront les voir et plus la réflexion pourra avancer. C'est vraiment, n'hésitez absolument pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de voilà. On peut discuter à travers ça. Vous pouvez nous joindre aussi à travers ça. Il n'y a pas de souci. Je vais laisser le lien sur le. Alors, ce n'est pas un WhatsApp, c'est un Slack. C'est une autre application. Voilà, pour sécurité, c'est entre nous. Il n'y a personne d'autre qui peut y accéder. Donc voilà, c'est vraiment pour créer une communauté de partage autour de ces images de Covid et des expériences de Covid. Voilà. Et la dernière, on a des copains qui font de l'intelligence artificielle qui sont ultra performants. Ça s'appelle Desky. On verra si on a le temps de les inviter pour vendredi soir. On aimerait bien essayer de récupérer une base de données d'images d'échographie de boucle pour qu'ils puissent faire marcher leur algorithme pour vous aider à identifier les lignes B, à les compter et tout ça. Donc, ils sont en stand-by. Dès qu'on a un peu de temps, ils sont prêts à venir sur la visio et à essayer de voir comment on fait pour avoir une base de données globale pour pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Merci beaucoup, Invivox, pour le soutien logistique. On a mis que vous étiez avec nous sur les vidéos de départ et de fin, mais il faut que je pense à chaque fois à remercier les partenaires. Donc, merci Invivox, merci à la MACSF aussi qui relaye, merci à Félix d'être passé avec EcoFirst. Voilà, on est tous ensemble pour former les médecins et pour qu'on puisse échanger. Et c'est cool. Bonne soirée, cette fois-ci c'est vraiment fini.